Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, notre expert, Didier Boisselier, va vous présenter la fabrication additive de pièces de grande dimension. Après sa présentation qui durera environ 40 minutes, il y aura un temps consacré aux questions que vous pouvez poser à travers les onglets Discussion ou Questions-réponses. Je vous souhaite un bon webinaire et je laisse maintenant la parole à Didier. Merci Monique. Merci pour cette introduction. Euh, Bien, donc comme Monique vous l'a annoncé, je vais vous présenter un exposé sur la fabrication de pièces métalliques de grande dimension. Euh, c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de fabrication métallique de grande dimension. On a vu beaucoup de posts sur LinkedIn, d'articles dans les journaux, de très grandes pièces, très grosses pièces fabriquées, par exemple chez Total ou chez Naval Group en France, mais également à l'étranger, comme chez Relativity Space aux États-Unis, où ils ont fabriqué des gros réservoirs de fusées. Euh, du coup, la question est, mais finalement, après toutes ces annonces, où en est-on? Est-ce que c'est une réalité et, euh, et quand est-ce que ce sera disponible pour tout le monde? Voilà, donc je vais tenter de répondre un peu à ces différentes questions au travers de cet exposé. Alors, tout d'abord, un bref sommaire de ma présentation qui va débuter d'abord par une présentation d'IREPA Laser. On verra un petit peu les enjeux globaux de la fabrication additive de pièces de grande taille, que j'ai appelé XL et M pour Extra Large Additive Manufacturing. Évidemment, je ne parlerai que de pièces métalliques, hein. On verra ensuite les différents procédés qu'on peut utiliser pour fabriquer des grandes pièces. On verra notamment les technologies DED, également telles qu'on les pratique au sein d'IREPA Laser. On parlera un petit peu de la solution justement proposée par IREPA Laser. On parlera un petit peu de simulation, un petit peu de métrologie, de métrologie, de monitoring également. On verra également les différents procédés DED qui s'offrent à nous, poudre ou fil, avant de conclure. Voilà. Alors, quelques mots au sujet d'IREPA Laser. On est une société de R&D industrielle et on est donc installé depuis le commencement, depuis les années 80, dans la banlieue sud de Strasbourg et Kirch. On est spécialisé dans le domaine du laser industriel, donc le laser qu'on va utiliser pour traiter les matériaux, etc. Et donc, notre mission, depuis toujours, est de développer des procédés qui mettent en œuvre ces lasers pour le traitement des matériaux. Aujourd'hui, beaucoup dans le domaine du soudage laser, soudage métallique, mais soudage plastique également. Également dans le domaine de la fonctionnalisation de surface et également du micro-usinage, qui nous permet de pouvoir donner des nouvelles propriétés à la surface du matériau métallique, par exemple, ou de marquer de façon indélébile. Et puis, évidemment, la fabrication additive, qui, chez nous, est un sujet sur lequel on travaille déjà depuis maintenant à peu près 18 ans. Alors, en dehors de ces activités de développement, on a également un centre de formation par lequel passent plus de 600 personnes tous les ans pour divers stages de formation. Donc, quand je parle de personnes, je parle de personnes industrielles, bien sûr. On est membre d'un réseau fabrication additive Grand Est qui s'appelle ADAGE et on est également membre de l'association de fabrication additive française qui s'appelle France Additive. Alors, euh, on va voir dans un premier temps la fabrication additive. Finalement, quel est l'intérêt? Enfin, bon, on va dire,
sont des choses qu'on retrouve un peu partout et déjà depuis de nombreuses années. Les critères on va dire, de justification du passage à la fabrication additive sont maintenant bien connus. Évidemment, il y a le coût. Le Graal, ce serait de pouvoir aussi réduire les coûts des pièces. C'est possible de temps en temps, lorsque l'on commence, par exemple, à intégrer des fonctions au niveau d'une pièce. C'est par exemple le cas de l'injecteur de General Electric qui a été fait avec un procédé PBF. L'autre critère, c'est le temps de fabrication, le temps de livraison finalement. En- Et c'est vrai que la fabrication additive permet de réduire très fortement ces temps de fabrication. Les performances, alors j'en ai parlé juste avant, en intégrant des fonctions par exemple, on augmente les performances, mais on peut également alléger les pièces, on peut peut-être fonctionnaliser également les pièces, pourquoi pas avec des multimatériaux, des choses comme ça. Et puis, dernier critère également qui est très important, c'est l'obsolescence. L'idée, déjà de pouvoir réparer des pièces, de pouvoir reconstruire des pièces sur une base déjà existante, mais aussi, et très souvent, de pouvoir réduire les stocks, de limiter les transports, de pouvoir fabriquer in situ ou proche du lieu d'utilisation. Donc il y a beaucoup, beaucoup de critères comme ça qui sont très importants. Alors, si je pense maintenant fabrication de pièces de très grande taille, eh bien, en fait, ces critères s'appliquent et peut-être d'autant plus encore, notamment pour tout ce qui est réduction des coûts de fabrication. Euh, Si on ne veut qu'une pièce ou vraiment un nombre très limité de pièces, eh bien, plutôt que d'avoir à faire beaucoup d'outillage et attendre très très longtemps, eh bien, on va pouvoir peut-être refabriquer une pièce sur mesure, à la demande et en un temps très très court. De la même manière aussi, tout ce qui est obsolescence, être capable de fabriquer des pièces de très grande taille euh, bon, à la demande, mais et surtout, je voulais dire, de pouvoir réparer ces pièces, donc de pouvoir redonner une nouvelle vie à ces pièces, va également dans le bon sens du développement durable et également peut-être aussi moins de transport, plus de stock, etc. Donc on voit finalement que la fabrication additive de pièces de très grande taille euh, rentre bien dans tous ces critères et est vraiment quelque chose qui mérite qu'on s'y intéresse particulièrement. Alors, quels sont les champs d'activité ou les secteurs d'activité, pardon, qui sont le plus intéressés par ça? Ben là, on va trouver évidemment de la grande pièce, l'énergie, le transport, le ferroviaire, mais tout ce qui est alors aéronautique, spatial. La défense également sur des pièces embarquées, ça peut être le naval aussi, ça peut être des pièces de radar, on peut imaginer, il y a beaucoup, beaucoup de grandes pièces. Et puis derrière, une quatrième secteur d'activité qui concerne tout ce qui est forge, fonderie et outillage où là, il y a également beaucoup de choses à faire avec ces nouveaux procédés de fabrication additive. Les applications, alors c'est soit de la fabrication, soit de la réparation, mais on peut également imaginer faire de l'ajout de fonctions. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important, dans le sens où plutôt que de fabriquer la pièce en entier, eh bien, s'appuyer sur des morceaux de pièces déjà existants ou sur des plaques, des tubes, et ensuite venir reconstruire sur ces substrats, sur ces plaques de base, venir reconstruire des formes qui nous permettent d'obtenir plus facilement, plus rapidement, avec moins de matière, en plus en ne mettant que la matière au bon endroit, qui nous permettent donc d'obtenir des ébauches qui seront forcément finies par usinage par la suite. Voilà quelques exemples de pièces que j'ai pu glaner sur le net. Par exemple, dans le domaine du ferroviaire, avec la pièce qui est tout à gauche, où là c'est de la réparation, mais c'est une reconstruction en fait sur une bande de roulement. On voit une cuillère juste en dessous. On voit une vis également. Il y a beaucoup, beaucoup de pièces comme ça qui sont des pièces qui vont s'user. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les refabrique complètement ou est-ce qu'on vient juste les réparer? Et quand on les fabrique, est-ce qu'on fabrique tout ou alors on part avec un tube et on vient faire la vis par-dessus? On peut tout imaginer. On voit également un rajout de fonction sur un carter. Je ne sais pas si ma souris, non, si ma souris fonctionne.
rajout de fonction sur un carter. Là, c'est un couvercle de chaudière. Donc, on est quand même sur des pièces de très, très grande dimension. Donc, on peut imaginer tout l'intérêt de la fabrication additive sur ce genre de pièces. Les moules, là on est sur un moule avec un revêtement, donc là c'est le revêtement qui a été fait, mais pourquoi pas imaginer aussi fabriquer des grands moules ou venir apporter des matériaux, anoblir les surfaces. Et puis, je ne voudrais pas oublier non plus la pale d'hélice de Naval Group, qui a été présentée d'ailleurs la semaine dernière aux conférences de France Additive. Cette pale qui est dans un alliage de cuivre et qui a été fabriquée avec un procédé WAM. En fait, ils ont fabriqué toutes les lisses et l'hélice a été qualifiée et a été montée sur un navire et testée en mer début février 2021. Donc, on est quand même, on voit qu'on est déjà dans un stade très avancé sur certains cas d'application. Alors, quel procédé utiliser pour la fabrication additive? Eh bien, en fait, des procédés, comme vous pouvez le voir sur ce slide, qui vient de chez AM Power, il y a beaucoup, beaucoup de procédés. Alors, on va peut-être commencer. Je ne veux pas tous les détailler parce que je n'aurai pas le temps et de toute façon, tous ne concernent pas la fabrication additive grande pièce. Mais si on commence avec tout ce qui est dépôt de filaments, en général, ce sont des filaments ou des pellets qui sont chargés avec une poudre métallique. Alors, c'est des choses qui pourraient être utilisées, comme on est sur du dépôt de matière, ils pourraient être utilisés pour faire de la pièce de très grande dimension. Sauf que derrière, on a un fritage, on a un déliantage, et qui risquerait de poser problème. Il faudrait déjà avoir les fours, et on sait aussi que tout ce qui est déliantage peut poser des problèmes dès que les épaisseurs sont trop importantes. Donc, ces deux procédés ne sont pas vraiment aujourd'hui adaptés à la fabrication de pièces massives, par exemple, de très grande dimension. Autre technologie, PBF, hein, donc Powder Bed Fusion, la fusion sur lit de poudre. Là, c'est un candidat, effectivement, potentiel, mais on va le voir après, qui est quand même limité, notamment en termes de taille de fabrication, de volume de fabrication. Alors évidemment, les procédés qui sont les plus adaptés pour faire de la pièce de très grande dimension. Alors quand je parle de très grande dimension, je parle de pièces qui sont bien au-delà du mètre euh, et qui sont au-delà des 100 kg de métal. Alors les procédés les mieux adaptés pour ce genre d'application, eh bien on va trouver tout ce qui est dépôt de poudre, donc procédé DED poudre, CLAD dans notre cas, puisque c'est le nom qu'on a donné à notre procédé, donc CLAD, CLAD poudre ou CLAD-P. Deuxième procédé, c'est tout ce qui est alors c'est du DED utilisant un arc électrique, hein. Bon, aujourd'hui, le nom le plus utilisé, c'est WAM, mais ça reste quand même un DED, donc c'est du DED fil avec une énergie de type arc électrique. Et puis, troisième type de procédé, c'est toujours du laser, mais c'est du laser avec du fil également. Et c'est donc nous ce qu'on appelle chez nous le CLAD, CLAD W, enfin DED, CLAD W pour wire. Voilà, alors, fusion sur lit de poudre. J'ai fait une petite recherche chez les principaux fabricants de machines PBF pour voir ce qu'ils étaient capables de proposer pour, pour fabriquer des pièces de très grande taille. Donc là, vous avez quatre constructeurs de machines, SLM Solutions, bien connus, 3D Systems, iOS et Adobe. Alors Adobe, je l'ai marqué entre parenthèses parce qu'en fait, cette machine n'est pas commercialisée. C'est la machine dont on est équipé, elle n'irait pas laser. C'est une machine de grande dimension puisqu'elle a un plateau de 700 par 350 et elle peut construire sur une hauteur de 500 mm. Alors, toutes ces machines sont équipées avec plusieurs lasers, même de nombreux lasers, comme la machine de SLM Solutions, où ils ont fait un peu le buzz il y a un peu plus non, il y a un an, avec cette machine équipée de 12 lasers qui peuvent aller jusqu'à 1000 watts, hein, donc 12 kilowatts à l'intérieur de la machine.
Les dimensions, eh bien, la plus grosse machine, c'est la machine de chez SLM Solutions qui fait 600 par 600 par 600, ou alors l'autre qui fait 500 par 280, mais par contre qui a une hauteur de 850 mm. Donc on est déjà sur des pièces vraiment de grande taille, mais pas aussi grandes que celles enfin, dont il est question aujourd'hui. Sinon, on trouve du 500 par 500 par 500 chez 3D Systems, du 400 au cube chez iOS, et puis donc 700, 350, 500 sur une machine Adobe, celle dont on est équipé. On voit que les vitesses de fabrication, donc le CC c'est pour cubic centimètre, donc des centimètres cubes par heure. 171 au grand maximum, ça c'est une donnée, on va dire, commerciale de chez SLM Solutions pour la première machine. Je n'ai pas réussi à avoir toutes les informations de tous les constructeurs. On a moins de 100 chez iOS. Par contre, ils annoncent presque 1000 cm3 par heure chez SLM Solutions avec la machine à 12 lasers. On voit que, en règle générale, on est quand même inférieur à 150 cm3 par heure, sauf sur cette machine 12 lasers, qui est quand même une machine qui sort vraiment du lot. Alors, finalement, pour en revenir à nos pièces de grande dimension, eh bien, on est plutôt sur de la moyenne dimension par rapport au sujet de ce webinaire. Donc, on est limité par le volume. En plus, ce volume, il faudra le remplir avec de la poudre. Donc, il faut imaginer déjà remplir de poudre, une poudre fine qui est quand même relativement coûteuse, ces grands volumes. Et puis, on est également limité, d'une certaine manière, par la vitesse de fabrication. Euh, je pense que si on parle des procédés de fabrication additive, il ne faut pas oublier non plus de parler d'un autre procédé présent dans la région Est, qui a été inventé d'ailleurs par le CIRTES à Saint-Dié-des-Vosges, le procédé qui s'appelle stratoconception. C'est un procédé aussi qui permet de faire des pièces de grande dimension, voire même de très très grande dimension, y compris métalliques. Par un procédé, on va dire, plus ou moins indirect, puisqu'en fait, on va fabriquer le modèle dans un polymère, une résine ou une mousse, fabriquer le modèle avec le procédé de stratoconception, l'assembler et ensuite l'utiliser, par exemple, pour faire un noyau à l'intérieur d'un moule en sable. Là, vous avez sur le côté une pièce qui vient de chez la société Ferry Capitan, en Haute-Marne. C'est un bâti, un gros bâti issu donc de fonderie. Et donc, c'est une pièce métallique de très grande dimension. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de montrer qu'on peut aussi avoir cette possibilité. Donc, finalement, on est sur une technologie de fonderie accélérée grâce à la réalisation de ce modèle. Alors, au niveau des technologies DED maintenant, alors, qu'est-ce que c'est que la technologie DED? Eh bien, en fait, c'est une source de chaleur, une source d'énergie et un matériau d'apport. Et on va donc, avec ces sources d'énergie, fondre ce matériau d'apport, le déposer, créer un cordon, et par une superposition de cordons et de couches, on va pouvoir approcher la forme 3D de la pièce. On peut travailler avec un matériau d'apport sous forme de poudre, tel que vous pouvez le voir sur cette image, donc soit avec une poudre amenée latéralement, soit coaxialement. C'est le procédé CLAD-P, donc Clad Powder, qui a été développé par l'IREPA Laser, notamment la partie donc, coaxiale, avec une amenée de poudre coaxiale, le faisceau laser étant au centre. Qui nous a permis de créer, il y a maintenant une dizaine d'années, ou pas loin d'une dizaine d'années, la société BIM, qui revend donc la technologie qui avait été développée au préalable par IREPA Laser. Et il existe d'autres fabricants sur le marché. Autre technologie dont j'ai déjà parlé juste avant, le procédé donc DED fil, mais avec un arc électrique, donc on va parler du WAM, pour Wire Arc Additive Manufacturing. Vous avez différents constructeurs de machines qui utilisent soit du MIG, du MAG, du TIG, voire du plasma. Et on trouve encore du laser.
euh, avec du fil. Donc, dans ce cas, on utilise le laser pour fondre le fil. Alors, soit le fil est apporté coaxialement au faisceau, soit il est apporté latéralement. Et ce qui nous permet donc de déposer cette manière et de créer des cordons. Là, par contre, il n'existe pas de fabricants de machines. Par contre, il existe des fabricants de têtes, dont Precitech, peut-être l'un des plus connus. Ces têtes peuvent être ensuite installées sur une machine de type cartésienne ou pourquoi pas sur un robot pour réaliser des pièces. Côté IREPA laser, nous, on est centré sur tout ce qui est l'utilisation du laser, soit avec la puce poudre coaxiale, soit avec de l'amener de fil latérale ou coaxiale, puisqu'on est équipé d'une tête Precitech. Alors, j'ai essayé de comparer les différents procédés entre eux et c'est un peu compliqué parce qu'en fait les procédés sont tous très différents les uns des autres, mais on peut quand même voir quelques informations qui sont intéressantes et je pense assez pertinentes, notamment par rapport à notre sujet de fabrication additive de pièces de grande dimension métallique. Donc vous avez les 6 procédés au-dessus, donc DED poudre coaxiale, DED laser fil coaxial, DED laser fil latéral, le WAM, donc DED arc fil, donc alors CMT c'est une appellation commerciale de chez Fronius, mais c'est un procédé qui permet de réduire un peu l'apport d'énergie pour fondre le fil, donc c'est un procédé électrique, hein. Le TIG, on a du WAM plasma également. Et puis, j'ai cité également EBAM, même si pour ce procédé, j'ai peu d'informations. C'est le procédé qui utilise un faisceau d'électrons, donc dans une enceinte sous vide, et qui est donc revendu par la société SIAC. Donc, vous trouverez sur ce tableau les différents fabricants, des utilisateurs, des développeurs, etc. Euh, Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut classer ou comparer ces différents procédés à partir de la vitesse de fabrication qu'on est en mesure d'atteindre directement sur la machine. Donc là, vous voyez par exemple qu'on est sur des vitesses relativement faibles avec les procédés DED, laser pool ou laser fill, donc sur la gauche. Et puis, on atteint des vitesses beaucoup plus importantes avec les LIBAM, là, avec le faisceau d'électrons, même si je n'ai pas vraiment des informations extrêmement précises. Et puis, on a quand même en plasma, également en DED laser fill, on arrive également à avoir des vitesses de fabrication relativement élevées, donc jusqu'à 500 cm3 par heure, donc sur un acier, on va dire jusqu'à 3 à 4 kg par heure. Ensuite, on peut comparer ces différents procédés aussi au travers de la quantité d'énergie qui dépose et qui va finalement avoir une répercussion sur les distorsions, sur les déformations de la pièce. Évidemment, plus on va déposer d'énergie, de matière, donc plus les vitesses de fabrication seront élevées et plus on va utiliser d'énergie, plus on va chauffer la pièce et plus on risque d'avoir de déformations, bien entendu. Voilà. Donc, après, il y a un compromis à trouver, justement, entre une pièce qui risque d'être un peu déformée, même si on a des moyens aujourd'hui qui nous permettent d'évaluer, de prédire les déformations et peut-être de contrer ou de compenser un peu ces déformations, euh, de façon à obtenir une pièce qui est relativement proche des codes finales, suffisamment proche pour avoir le moins possible de matière à retirer. Alors ensuite, si je fais une analyse des coûts, mais vraiment de façon très très grossière. Si je prends par exemple du DED, donc là de poudre, donc à 350 cm3 par heure, et que je veux faire une pièce qui fait une tonne en titane, eh bien vous avez la répartition des coûts là, on va dire 30% pour la fabrication, et en fait on est à 70% pour le coût matière donc de la poudre. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il va nous falloir 31 jours en 3/8 pour fabriquer cette pièce. C'est vraiment une estimation, hein. Il ne faut pas rentrer non plus complètement dans les détails, mais je voulais juste vous dresser un peu ce bilan un peu technico-économique. 31 jours. D'où l'intérêt d'avoir quand même des procédés qui cavalent, qui vont un peu plus vite, hein, parce que 31 jours d'immobilisation d'une machine,
forcément, bon, ça a un coût et ça veut dire on sortira pas beaucoup de pièces. On va sortir une pièce dans le mois. Euh, avec un inox 316L, et là je prends le clad donc fil, et là j'utilise deux robots, on verra tout à l'heure le type de machine qui est utilisé pour ça. Eh bien, sur de l'inox, on n'aura plus besoin que de 13 jours pour fabriquer cette machine avec une vitesse de construction de 500 cm3 par heure. Mais comme on a deux robots, donc on a deux têtes, on imagine qu'on va deux fois plus vite, donc on est pratiquement à 1000 cm3 par heure. D'où la réduction de trois fois finalement le temps de fabrication. Donc c'est intéressant quand même de voir que la vitesse de fabrication va avoir quand même un rôle très important d'immobilisation du matériel et puis peut-être aussi au niveau du coût. Mais on voit aussi que la matière représente quand même une grosse partie du coût de la pièce finale. Quelques exemples très rapidement de très grandes pièces. Par exemple, Siaki avec une machine, avec sa machine donc IBAM faisceau d'électrons, qui a fabriqué des gros réservoirs en alliage de titane et sans doute une des plus grosses pièces qualifiées, puisque c'est une pièce pour le spatial, une des plus grosses pièces qualifiées qui a été montée sur une fusée avec un énorme gain, notamment en termes de, de délai. Bon, 80% déjà de matériaux gagnés, donc ils ne sont pas partis sous forme de copeaux, et puis 87% de réduction du temps d'approvisionnement de cette pièce. Un autre exemple qui est toujours très spectaculaire, c'est un pont en métal. C'est une œuvre d'art qui a été fabriquée par la société MX3D en Hollande avec un procédé WAM. Et je pense que ça doit être la pièce la plus grande qui ait jamais été fabriquée euh, en métal et qui a été installée donc au-dessus d'un. Enfin, pour l'instant, elle n'est pas encore installée au-dessus d'un canal, mais elle devrait a priori l'être. C'est, oui, donc sans doute la pièce la plus grande. Elle est qualifiée, elle est certifiée, puisque le public a le droit de passer par-dessus. J'ai continué un petit peu à chercher qui était capable finalement de construire ou de proposer des machines de très très grande dimension. On a un fabricant en Australie qui s'appelle AML 3D qui a proposé, je n'ai vu pour l'instant que des images de cette machine basée sur un procédé WAM, un robot, un axe linéaire en Australie. Et puis, on trouve plusieurs projets européens donc au niveau Europe. Hein. Il y avait des projets H2020 qui sont terminés maintenant, qui sont terminés l'année dernière. Donc un projet qui s'appelle Kraken pour une grande machine avec un robot qui se déplace sur une grosse structure cartésienne. Et puis un autre projet aussi avec une machine équipée de deux robots, avec un système d'usinage, etc., etc. Donc on voit des jolis concepts. La première machine, je n'ai pas trop de nouvelles de son utilisation. Je sais qu'elle a été surtout testée sur du plastique, hein, sur des composants en plastique, puisqu'elle était équipée également de têtes d'extrudeurs. Et la deuxième machine, je n'ai pas trop d'informations non plus dessus, mais je crois qu'elle n'est pas restée montée très longtemps. Et que je ne suis pas certain qu'il y ait eu des développements par la suite. Bon, ce sont deux jolis exemples quand même de machines de très grande dimension capables donc de faire des pièces métalliques. Alors, côté IREPA laser, eh bien, à IREPA laser, on est équipé d'un atelier de fabrication additive. Euh, un atelier donc avec plusieurs machines à l'intérieur. Donc tout d'abord, une machine PBF que vous voyez sur la droite de l'écran. Une machine PBF, comme j'ai présenté juste avant, de la société ADUP. Une machine avec, on va dire, une enveloppe de travail très honorable, puisqu'on a 700 par 350 par 500. Cette machine a été livrée il y a quelques mois. Elle est actuellement en cours de démarrage. On devrait normalement faire la réception très très prochainement.
On trouve également à l'IREPA des machines DED, donc DED poudre, DED fil, fil latéral ou fil coaxial. Donc on a la machine Magic complètement à gauche, la première dont on va dire toute la construction, tout le savoir-faire a été transféré à la société BIM. Et depuis, on a continué les développements et on a une autre solution de fabrication additive mettant en œuvre du DED laser fil. Et je vais vous présenter par la suite. Avec ces procédés, bon, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails puisque ça a déjà été présenté pas mal de fois. Euh, Soit avec de la poudre, soit avec du fil, on va pouvoir soit réparer des pièces endommagées, en apportant la matière au bon endroit, là où la pièce en a besoin, après éventuellement un usinage et un réusinage par la suite. On va pouvoir rajouter des parties sur des pièces existantes. On va pouvoir fabriquer des pièces fonctionnelles, comme vous voyez cette pièce, un mélangeur air chaud, air froid. Et puis, on va pouvoir fabriquer également des préformes. Et justement, la partie préforme, surtout celle-là qui nous intéresse, avec évidemment la réparation et l'ajout de fonction, mais la partie préforme est capable de faire de la très grande pièce proche des codes finales. Alors, une grande partie des travaux, et notamment de la solution qui va être présentée par la suite, provient d'un projet euh, dont vous trouverez les partenaires qui sont inscrits sur ce slide. Projet qui a été monté par l'IREPA Laser avec la société Aperam et qui est coordonné donc, par la société Aperam. C'est un projet PSPC, donc un projet structurant pour la compétitivité, avec un budget de 7,3 millions d'euros. Et le but était de mettre en place une nouvelle solution de fabrication de pièces de grande taille capables de réaliser des pièces bonnes du premier coup, en s'appuyant déjà sur l'expertise, les compétences des différents partenaires, mais également sur un côté simulation, sur des outils de simulation, excusez-moi, et également sur une partie monitoring, contrôle de procédés. Alors, la fabrication additive de pièces de très grande dimension n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui à l'IREPA Laser. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on se penche là-dessus. Voilà par exemple les premières grandes pièces qu'on a fabriquées à l'IREPA Laser dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait AMAZE. Et dans le cadre de ce projet, on a réalisé cette pièce sur la gauche qui est donc un spare frame, qui est une pièce pour British Aerospace à la base. Une pièce qui fait un peu plus d'1 mètre de long, avec 14 kilos d'alliage de titane déposé, avec le procédé DED CLAD, donc laser poudre. La pièce du centre, c'est un gros cylindre qui a été fabriqué pour l'ESA, toujours dans le projet AMAZE, une pièce de 71 kg, qui est la plus grosse pièce aujourd'hui qu'on ait fabriquée en alliage de titane, en TA6B, avec un temps de fabrication de 155 heures. Donc on va dire à peu près 7 jours, quoi. La pièce tout à droite, donc on n'a pas fait que des pièces dans le cadre de projets européens, on en a fait également pour des clients dans le cadre d'études. Donc là, c'est une pièce pour Airbus Defence and Space et également pour l'Agence spatiale européenne. En fait, c'est un anneau qui est monté sur le satellite, avec une forme qui est quand même relativement compliquée, donc une forme qui a été optimisée pour la rendre faisable, sur un diamètre de 641 mm. Donc on est sur des pièces, on va dire, de moyenne dimension, mais surtout quand on regarde ces pièces, on peut faire deux constats. Le premier constat, c'est qu'on est essentiellement sur des pièces en alliage de titane, normal, parce que les end-users, à cette époque-là, étaient essentiellement des gens du monde de l'aéronautique et du spatial. Mais on est également donc, sur des dimensions qui finalement approchent les dimensions maximales de la machine Magic sur lesquelles on a réalisé ces pièces. Évidemment, il n'y a pas que l'aéronautique et le spatial, et il n'y a pas non plus que le titane. Donc c'est ça aussi qui nous a un peu poussé à aller un petit peu plus loin sur ces pièces de grande dimension, et donc à mettre en place ce projet PAMPROD avec cette nouvelle solution DED
laser, laser pool, laser field, etc. euh, euh, pour fabriquer donc ces pièces métalliques. Avec des développements sur d'autres matériaux, donc matériaux type euh, base nickel, également acier inox, mais également avec un nouveau moyen de fabrication de ces pièces métalliques de grande dimension qui soit capable justement de fabriquer ces pièces de grande dimension avec une forte productivité, de façon à rester économiquement viable, bien sûr. Donc on est parti avec un partenaire qui est VLM Robotics sur une machine basée sur des robots. Donc on a deux robots. Donc l'intérêt des robots, c'est on a une machine avec une grande flexibilité. On a également cet avantage d'avoir de la construction sur les cinq axes, sur cinq axes, pardon. Et puis, on a fait un choix un peu particulier avec notre partenaire. On est parti sur une commande numérique pour piloter tout l'ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas un contrôleur par robot, mais on a juste une commande numérique qui adresse directement les deux robots. Donc finalement, on est sur de la multi-interpolation, donc jusqu'à 17 axes, puisqu'en fait, on a un robot qui est monté sur un axe linéaire, on a également un axe linéaire au niveau de la pièce, et on a devant les deux robots un gros vireur que vous voyez donc sur cette photo, gros vireur qui est capable d'emporter des pièces jusqu'à plusieurs tonnes. Voilà, donc une solution, on va dire, assez originale avec un poste de contrôle unique qui permet de piloter, de synchroniser les mouvements des robots et de tous les actionneurs sur cette machine, avec un monitoring qui est mis en place et qui est actuellement, on va dire, en cours de test et d'optimisation. Et puis, un gros intérêt également à partir sur cette solution CN, c'est qu'on est sur une solution de chez Siemens, sachant que chez nous, toutes nos machines déjà travaillaient sur des commandes numériques de chez Siemens. Donc, on est, on va dire, sur une sorte un peu de standard, les repas laser. Et gros intérêt également de la commande numérique, c'est qu'on est sur une chaîne numérique et hard complète, puisqu'on est équipé également des solutions de CAO et de CFAO de chez Siemens. Donc, depuis le design jusqu'à la fabrication, on va dire jusqu'au variateur de la machine, on est sur une chaîne complètement Siemens. Et ça va même plus loin, comme on va le voir juste après. Alors, je vais passer là-dessus. Alors, justement, pour fabriquer ces pièces, euh, on, on constate que plus la pièce est grande et plus le risque d'avoir des déformations est grand. Ou plutôt l'amplitude des déformations va être comment dire, davantage marquée. Ce qu'on a pu voir notamment dans le projet Amaze, quand on a commencé à faire ces pièces de plus d'un mètre de long, ou de plusieurs dizaines de kilos en titane, eh bien, c'est qu'on a des déformations qui peuvent être, comme sur cette plaque, hein, qui peuvent être de plusieurs, on avait 20 mm pratiquement à chaque extrémité. Mais en plus, on pouvait avoir des contraintes résiduelles à l'intérieur de la pièce qui sont très très importantes et qui vont finalement, dans certains cas, dépasser le seuil de résistance du matériau et donc on va avoir une rupture. Une rupture comme celle-ci, une grosse fissure à l'intérieur avec une délamination du mur par rapport au substrat. Tout peut bouger, donc après on peut avoir des erreurs de mismatch comme ça. Donc, c'est des choses qui sont déjà importantes sur des pièces de 1 mètre, donc sur des pièces beaucoup plus grandes, elles risquent d'être, enfin, les phénomènes risquent d'être encore exacerbés. C'est la raison pour laquelle, dans ce projet, on a également travaillé sur la partie simulation. Et c'est quelque chose de très important, une simulation qui nous permette de prédire à l'avance le comportement d'ensemble de la pièce pendant la fabrication. Mais en analysant un petit peu le marché, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun moyen soft, industriel, donc non scientifique,
capable justement de simuler le comportement d'ensemble de pièces de très très grande dimension. Donc c'est la raison pour laquelle on a réalisé des développements au sein d'IREPA Laser avec euh, d'universités, dont notamment l'IRDL et l'INSA de Strasbourg, l'IRDL à Lorient. Et on a travaillé sur la partie déjà implémentation d'un nouveau modèle numérique hein, qui était testé sous COMSOL, donc un modèle numérique pour la partie thermique, à laquelle on a adjoint également toute une partie mécanique, notamment en introduisant toutes les lois de plasticité, etc. Et tout ceci a été calibré chez nous en interne à l'aide d'essais réalisés avec différents procédés utilisés sur la machine et en utilisant le logiciel COMSOL Multiphysics. Et tout ceci nous a permis en fait de mettre en place une collaboration, un partenariat avec Siemens de nouveau. On est devenu solution partner de chez Siemens de façon à pouvoir intégrer cette partie simulation dans la suite NX. Donc c'est quelque chose qui est en cours actuellement. L'idée étant de rendre l'outil de simulation intégré complètement dans NX et donc ce qui permet finalement de tirer parti profit de toutes les fonctions de NX et puis de laisser l'utilisation du logiciel à un ingénieur ou un technicien formé donc pour pouvoir simuler alors qu'on est quand même sur des choses très compliquées dans le domaine des éléments finis. Voilà. Donc aujourd'hui, tout ça est en cours de portage sur le logiciel NX de chez Siemens. On commence à tester. Les premiers essais nous ont montré, déjà au moins avec COMSOL, qu'on avait une grosse réduction du temps de calcul. C'est ce qui comptait parce que euh, euh, si on a une très grande pièce, le temps de calcul sera fonction finalement du volume. Et plus le volume va augmenter, plus le temps de calcul va augmenter. Donc l'idée était de trouver un moyen nous permettant de réduire le temps de calcul tout en gardant une précision suffisante. Alors, très rapidement, le workflow, la manière dont on va utiliser tous ces outils sur notre machine, on fait le design de la pièce, on va calculer les trajectoires, donc avec des outils directement sur NX. À partir de là, on va récupérer ces trajectoires toujours dans l'environnement NX et on va faire une simulation thermique et enfin thermomécanique avec un retour soit sur le design de la pièce, si jamais on doit modifier le design de la pièce parce que la simulation nous a montré qu'on aurait des problèmes, soit un retour sur les trajectoires. Une fois que tout ça c'est bon, évidemment, on va utiliser des données process qu'on a dans la machine, et puis on va également utiliser une base de données, notamment matériaux, etc., qui tourne sur une solution Granta ANSYS. Une fois que tout ça a été validé, eh bien, on l'envoie sur la machine avec un monitoring qui va nous remonter, qui va suivre le procédé et tracer finalement le comportement, la stabilité par exemple du bain de fusion, etc. Cette machine va nous permettre donc de fabriquer la pièce. On va pouvoir retirer également toutes les données de trajectoire issues des déplacements à l'intérieur de la machine et on va pouvoir en fait corréler les déplacements avec les défauts éventuels détectés au niveau du monitoring. Voilà, ça c'est le développement qui est actuellement en cours. Alors, qui nous a permis sur cette machine de fabriquer déjà quelques pièces de très grande dimension, comme cette plaque avec des raidisseurs. Les raidisseurs, les murs que vous voyez ont une épaisseur de 15 mm. Donc, si on devait le faire en laser field, il nous faut deux cordons, on va dire avec un léger overlap, un léger recouvrement. Si on doit le faire en laser avec du fil coaxial, on a besoin de 8 cordons, parce qu'on est sur les cordons plus petits. Et en poudre, laser poudre, on est sur un besoin donc, de 5 cordons. Donc on a choisi pour faire cette pièce de travailler sur laser fil, donc fil latéral. Et donc vous avez une vidéo ici
qui vous montre la construction de la pièce. Alors, une partie qui est floutée parce qu'il y a une partie de brevet en cours, et donc on n'a pas le droit pour l'instant de révéler complètement le système, mais c'est du laser fil latéral. Et vous avez également une petite image qui vous montre l'interaction entre le laser, le fil. Donc cette pièce, elle fait 117 kg avec une longueur de l'ordre de 1 mètre. Il nous a fallu 70 heures pour la faire. Ensuite, autre application, donc là on passe en laser poudre parce qu'on avait besoin donc d'une paroi de 3 mm d'épaisseur. Donc c'est une grande pièce qu'on veut faire, une pièce qui fait 130 kg avec un diamètre de 1,10 m et une hauteur de 1,30 m. Et voilà, donc, pardon, donc vous aurez juste le début de la vidéo, toujours pour des raisons de confidentialité. Vous pouvez voir donc la fabrication de cet énorme cylindre, on va l'appeler comme ça, faite en laser poudre. Enfin, pour terminer, le process monitoring. Donc, la machine est équipée de différents moyens de process monitoring. Et dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Integrate, on travaille également sur la partie couplage de toutes les informations. Donc, déplacement, contrôle process, etc. De façon à pouvoir coupler et tracer complètement la fabrication de la pièce. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion de mon webinaire où on a vu déjà tous les enjeux, on va dire, d'un point de vue global au niveau de la fabrication additive de pièces de très grande dimension. On a vu, je vous ai présenté donc cette nouvelle solution de fabrication additive de pièces métalliques qu'on a mis en place au sein de IREPA Laser avec des pièces, j'ai oublié de le dire, jusqu'à 5 mètres de long et des pièces qui peuvent faire jusqu'à 5 tonnes. Ça, c'est intéressant. Alors, des pièces soit à fabriquer, soit des pièces aussi, pourquoi pas, à réparer ou alors avec de l'ajout de fonctions par-dessus. Cette machine tourne donc à l'IREPA laser et permet donc d'utiliser, on va dire qu'elle est hybride parce elle peut mettre en œuvre deux procédés. Donc soit un procédé DED clad, donc laser poudre, ou alors un procédé DED clad laser fil. Et éventuellement, on peut travailler avec les deux robots, les deux têtes, directement sur la même pièce. Voilà, donc on a vu aussi des applications. Une application dont je n'ai pas parlé, c'est également l'hybridation. On peut également, et ça je pense c'est également quelque chose à développer, partir sur quelque chose de plus simple. Donc au lieu de fabriquer complètement la pièce depuis scratch, enfin depuis rien, de partir soit avec un tube, une plaque ou pourquoi pas un ensemble mécano-soudé et puis venir rajouter la partie entre guillemets noble de cette pièce de façon à limiter le temps de fabrication. Voilà, et puis actuellement, on travaille donc sur différents matériaux. Et demain, eh bien, des nouveaux challenges nous attendent et attendent tous les gens qui veulent travailler dans le domaine de la fabrication de pièces métalliques de grande dimension. Tout d'abord, il y a toute la partie savoir-faire et faire savoir. Parce que aujourd'hui, les bureaux d'études et les gens, les prescripteurs, ne sont pas forcément au courant de tous les avantages de ces nouvelles technologies de fabrication additive et surtout encore moins dans le domaine des pièces de très grande dimension. Donc là, je pense qu'il y a de la communication à faire, la diffusion. C'est d'ailleurs un peu le cas du webinar aujourd'hui, mais je pense également de la formation de façon à ce que rapidement les designers sachent tout ce que finalement ils sont capables de faire avec ces nouvelles technologies. Et puis, la deuxième chose aussi, nouveau challenge, c'est tout ce qui est qualification et certification. Des qualifications, des certifications, notamment sur ces pièces de très grande dimension, notamment dès qu'il s'agit de pièces un peu critiques de sécurité, des qualifications, des certifications qui sont propres ensuite à chaque secteur d'activité. Bon, bien sûr, on a tout ce qui est normalisation,
mais dans chaque secteur d'activité, ils ont également leurs propres standards, leurs propres référentiels. Donc là aussi, il y a encore tout un travail à faire pour, eh bien, pour obtenir les pièces rêvées et pourquoi pas imaginer, comme certains commencent à en parler, l'entrepôt numérique, l'entrepôt virtuel où finalement les pièces seraient presque à disposition sous forme de fichiers numériques. On n'aurait plus qu'à cliquer, vous récupérez la pièce euh, avec une livraison style Amazon derrière. Voilà, bon, ben, c'est demain. Merci pour votre attention. Je te rends la parole, Monique. Très bien, merci Didier. Voilà, nous allons passer aux quelques questions là que j'ai reçues. Donc, une première question, quels sont les critères de qualité pour l'acceptation de la pièce? Porosité et fissure. Bien. Merci pour cette question, effectivement, qui est très importante. Je viens déjà un petit peu d'en parler très rapidement. Euh, Effectivement, il y a déjà toute la partie euh, comment dire, qualité intrinsèque du matériau, porosité, fissure, évidemment, fissure, euh, on va forcément complètement éviter. Donc la partie porosité aussi, on essaie de réduire au maximum la porosité à l'intérieur des matériaux déposés. On a la chance avec le DED d'avoir un procédé qui fonctionne par soudage, par fusion, et avec en général des taux de porosité qui sont relativement faibles. Parce qu'on a moins de cordons, par exemple, si on compare à du PBF. Ceci dit, il y a également toute la partie également microstructure, anisotropie, etc. Donc les caractéristiques du matériau qui vont faire que ben, notre matériau possède des propriétés mécaniques attendues ou pas. Donc effectivement, là, il y a, comme je le disais tout à l'heure, ça va dépendre aussi des secteurs d'activité, des secteurs d'application, des référentiels finalement de chaque secteur d'activité qui ont chacun leur propre cahier des charges. Mais c'est de la qualification matériaux. Donc ça veut dire que très souvent, il va falloir, en même temps qu'on fabrique la pièce, fabriquer des éprouvettes qui passeront ensuite en caractérisation mécanique ou fatigue, etc. Euh, Dans certains cas, sur des pièces critiques, on peut envisager, ça a été présenté d'ailleurs la semaine dernière par une personne de chez Total, qui disait qu'ils ont fabriqué une pièce, mais qu'au niveau de la qualification, ils ont dû fabriquer une deuxième pièce qui a été martyrisée, justement pour valider qu'elle était capable de répondre aux attentes du cahier des charges avec des facteurs de sécurité évidemment très très élevés. Et c'est qu'après avoir martyrisé cette pièce qu'ils ont pu qualifier cette première pièce. Voilà. Merci Didier. Une autre question, quels paramètres utilisez-vous pour le closed-loop process control? Au niveau close loop, je ne vais pas beaucoup en parler, d'autant plus que je ne suis pas du tout le spécialiste au sein d'IREPA Laser. On a un spécialiste, j'ai un collègue spécialiste, donc n'hésitez pas à nous poser la question et je me ferai un plaisir de lui transmettre la question. Euh, Au niveau du close loop, on va dire qu'on n'en est pas encore là. On fait du process monitoring, on va déjà au moins suivre le procédé, suivre la stabilité du procédé, de façon à pouvoir détecter l'apparition des défauts, éventuellement prévenir l'apparition des défauts, et surtout être capable de savoir si on a un défaut, où il se trouve. Et donc, ça veut dire corréler avec tout ce qui est déplacement des axes de la machine. Sinon, les paramètres qui sont suivis, évidemment, c'est bonne fusion, et puis, on va dire, certains paramètres géométriques au niveau du process, au niveau, euh, on va dire au niveau du bain de fusion et de la tête. Ensuite, toujours au sujet du contrôle des porosités et fissures, hein, quels moyens utilisez-vous? Euh,
Pour l'instant, le moyen, donc j'en parlais juste avant, le process monitoring est déjà une partie, on va dire, qui va nous permettre de tracer la stabilité du dépôt de matière au fur et à mesure donc de la construction de la pièce. Donc ça, c'est un point qui est très important parce qu'on sait que quand on a des instabilités, on peut avoir derrière des défauts de porosité ou autres, ou de manque de fusion. Donc déjà, ça, c'est un point très important. Et puis après, il y a également un réglage a priori parfait des paramètres. Et on va essayer justement de suivre la stabilité et de façon à ce qu'on puisse voir si on a une dérive au niveau des paramètres qui pourrait entraîner l'apparition de défauts rédhibitoires. Merci. Avec ces techniques de fabrication additive, donc on voit beaucoup de murs ou d'épaisseur de tôle assez fine, hein, inférieure à 40 millimètres. Avez-vous de l'expérience sur des épaisseurs supérieures à 200 millimètres, par exemple une pièce pleine de 200 sur 200 sur 1000? Alors aujourd'hui, 200 millimètres, non. On n'a pas encore fait de pièces aussi massives, enfin surtout sur une grande dimension. Mais par contre, on serait ravi de faire une pièce de ce type. Donc surtout, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous, avec moi, pour si vous avez justement des cas d'application de ce type. Ce serait vraiment très intéressant de pouvoir les tester et de pouvoir les valider. Avez-vous des perspectives pour des applications DED alu? DED? Alu. Ah, DED, allez. Mm. Allez. Pour l'instant, l'aluminium n'est pas rentré dans le scope des matériaux sur lesquels nous effectuons nos développements. Par contre, c'est un matériau qui est envisageable. Alors après, on est sur du laser, laser, fil, mais disons que certains alliages d'alu peuvent être mis en œuvre. Mais pour l'instant, comme je vous le disais, on est sur les matériaux métalliques plutôt base nickel et acier inox. Autre question, Monique? Oui, il y a un participant qui souhaite savoir, comme nous avons travaillé sur des applications spatiales en titane, est-ce que cela a donné lieu à une industrialisation? Je n'ai pas bien compris la question, mais peut-être par rapport aux exemples en alliage de titane que j'ai montré, on va dire que dans l'ensemble, on- ce sont surtout des POC. On a surtout réalisé des POC en alliage de titane qui, on va dire, pour la plupart, n'ont pas été suivis d'industrialisation pour l'instant. Pour diverses raisons. Euh, euh, Très souvent, sur ces pièces, les pièces telles que celles que j'ai montrées, elles ont permis finalement de valider le process et finalement valider une conception, une nouvelle manière de faire, de façon à ce que les ingés des bureaux d'études puissent appliquer ensuite ces idées et ces concepts sur de nouvelles pièces. A priori, pour l'instant, je n'ai pas de retour. Il y a d'autres cas d'application de pièces de titane, notamment en production, mais pour l'instant, les pièces que j'ai montrées, non. Une dernière question. Mhm. Donc, pour les grandes pièces qui demandent plusieurs dizaines d'heures de fabrication, est-ce que cela a-t-il été fait en continu ou avec arrêt? C'est vrai que bon, j'ai pas eu le temps de rentrer dans tous les détails, hein. Euh, Quand on regarde les différents procédés, on a une vitesse, on va dire, brute de fabrication qui finalement, par exemple pour le fil, ça va être la vitesse du fil par la section, ce qui nous donne le volume de matière déposée par unité de temps. Maintenant, quand on fait une petite pièce ou une grande pièce, il va y avoir
des paramètres supplémentaires euh, qu'il va falloir prendre en compte, notamment le paramètre d'échauffement de la pièce. Si on fait une petite pièce, la pièce, elle va s'échauffer. Si elle s'échauffe, quand on repasse sur une partie qui est déjà à très haute température, on risque d'avoir un excès d'énergie qui va se traduire par un effondrement des bords de la pièce ou au moins par des grosses instabilités. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, eh bien, en fonction des procédés, en fonction de la masse de la pièce, de la taille de la pièce, eh bien, il va y avoir des cycles de refroidissement à appliquer. Et donc, à la fin de chaque cordon, par exemple, attendre que le matériau soit repassé sous une certaine température, de façon à être toujours dans les mêmes conditions de dépôt. Voilà. Donc, bah, suivant les procédés, on peut être amené ou non à appliquer ces attentes pour du refroidissement entre couches. Ceci dit, les pièces que j'ai montrées, comme elles sont suffisamment grandes, elles n'ont pas eu besoin, euh, comment dire, on n'a pas eu besoin de mettre en place une attente pour un refroidissement entre couches. Premièrement, donc parce que la pièce était suffisamment massive, mais également parce qu'on a un procédé qui est, on va dire, assez limité, enfin qui permet de limiter les échauffements avec peut-être une meilleure gestion. Ça, c'est aussi un des avantages du laser, une meilleure gestion de l'énergie déposée. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Surtout, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Vous trouverez nos adresses mail où vous avez également l'adresse contact à irepa-laser.com. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Ah, je peux même le montrer là. Et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et puis, pour ma part, à très bientôt pour un prochain webinaire.